Bienvenue dans le débat de France 24. Le coronavirus n'est plus un problème chinois, ou du moins plus spécifiquement, l'épidémie se propage désormais plus rapidement ailleurs dans le monde. Ce qui fait dire à l'OMS, le monde est à un tournant. Écoutez son directeur général. Nous sommes à un tournant décisif. Depuis 2 jours, le nombre de nouveaux cas recensés hors de Chine a dépassé le nombre de nouveaux cas répertoriés en Chine. Ce virus a un potentiel pandémique et l'OMS fournit tous les outils nécessaires pour aider les pays à se préparer en conséquence. Une fois encore, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Il faut dès maintenant agir pour éviter que la contagion ne se propage et pour sauver des vies. En face, la réponse des États s'organise de manière pas toujours coordonnée, il faut bien le dire. Si l'Arabie Saoudite suspend désormais l'entrée des pèlerins étrangers à la Mecque, ou bien ici en France, le maire de Nice, Christian Estrosi, écourte le carnaval pour éviter les contacts avec les visiteurs en provenance d'Italie. La ville de Lyon, elle, a bien accueilli hier 3000 supporters turinois. Alors comment comprendre ces décisions pas toujours cohérentes ? Comment faire face au coronavirus? Et dans un pays comme la France, dont on a coutume de vanter le système de santé, sommes-nous bien préparés à la vague du coronavirus que certains décrivent déjà comme un tsunami? On en débat avec le docteur Anne Sénéquier. Vous êtes médecin chercheuse associée à l'IRIS, où vous co-dirigez l'Observatoire de la santé. Merci d'être avec nous. Également parmi nous, l'infectiologue à l'hôpital américain de Paris, Christophe Rapp. Bonjour. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, vous êtes porte-parole de l'AMUS, c'est l'association des médecins urgentistes de France. Et puis Frédéric Bizard, économiste des questions de protection sociale et de santé, vous enseignez à l'ESCP, auteur de « Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» Merci d'être avec nous. Merci. Alors l'État l'assure, ici en France, oui, on a bien pris la mesure du danger, même s'il faut s'attendre à des épisodes difficiles. Emmanuel Macron l'a dit en visite dans la matinée à la Pitié-Salpêtrière à Paris, là où un premier ressortissant français âgé de 60 ans est mort du Covid-19 hier, avant qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, lui ne précise dans la journée la réponse du gouvernement. Écoutez. La dialectique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, je crois, avoir une information transparente, et c'est ce que et je vous remercie tout le monde tâche de faire pour que nos concitoyens savent, etc., qu'on puisse s'organiser sans que ça crée d'effets de panique injustifiés. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment et on va devoir l'affronter au mieux. Nous avons désigné 108 hôpitaux qui se tiennent prêts à recevoir des malades. Tous les territoires sont couverts, en ville comme à la campagne, en métropole comme en outre-mer. Nous avons commandé 200 millions de masques supplémentaires qui viennent s'ajouter aux réserves déjà constituées et évidemment mobilisables. Nous avons augmenté les capacités de diagnostic de façon à pouvoir produire le nombre de tests suffisants pour faire face au développement, le cas échéant, de l'épidémie. La France est-elle prête, Anne Sénéquier? Et si oui, ça veut dire quoi, se préparer à un épisode comme le coronavirus? Se préparer à un épisode comme le coronavirus, c'est déjà suivre l'évolution des cas, de l'épidémie au jour le jour, pour justement pouvoir ajuster cette préparation au fur et à mesure. Au début de l'épidémie, quand elle était limitée à l'Asie, la Chine et les provinces limitrophes de Hubei, finalement, on était dans une préparation assez légère. Il fallait connaître qu'est-ce qu'une définition de cas, identifier des établissements de santé référence, avoir un test diagnostic. Et ça a été fait assez rapidement au courant du mois de janvier. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on entend, c'est qu'on passe à l'étape supérieure dans la mesure où il y a un foyer émergent qui se rapproche de nous avec l'Italie et où du coup on a augmenté cette capacité de prise en charge sur les termes hospitaliers. Là, on vient de le voir, il y a une centaine d'hôpitaux qui sont référencés, un par département au minimum, une capacité diagnostique aussi plus importante. Maintenant, ce qui est important, ça va être aussi la préparation de la population et limiter les fausses informations, les fausses rumeurs qui alimentent plus la psychose. Et d'ailleurs, certaines personnes dans la population voient cette préparation du système de santé comme le
le fait que la situation est très grave et qu'on a cette nécessité... C'est anxiogène ? C'est très anxiogène, oui. Ça, c'est certain. On va évoquer justement les annonces qui ont été faites aujourd'hui par Édouard Philippe et voir si effectivement celles-là suffisent à faire face à l'épidémie. Mais Christophe Rapp, ce qui arrive aujourd'hui en termes de chiffres, les statistiques qu'on observe en Europe, c'était prévisible ou est-ce qu'on a raté quelque chose dès le début de cette épidémie dans la réponse ? Non, on est bien organisé, on a des plans qui sont écrits, une organisation territoriale, de bons laboratoires, de très bons professionnels de santé. Donc on est prêt. Par contre, l'épidémie est complexe. Le virus a été découvert que le 9 janvier. Tout va très très vite. On est en temps réel. Et effectivement, la diffusion en Europe semble s'accélérer. Et alors que paradoxalement, en Chine, ça commence à marquer le pas. Donc c'était attendu. On a au départ... était très bon puisqu'on a dépisté les premiers cas, on les a isolés. Là, évidemment, c'est un peu plus difficile et on a les 2 premiers cas qui n'ont pas de lien épidémiologique avec un voyage. Donc, on passe à la phase 2 du plan, qui est une phase de mobilisation et de déploiement. C'est une réponse graduée. Oui. Tout ça est complètement écrit depuis une dizaine d'années dans nos plans et ne surprend pas les experts du service de santé sanitaire en France. Par contre, ça va mobiliser les professionnels de santé et il faut anticiper. La meilleure riposte face à une épidémie, c'est l'anticipation. Et après, l'interrogation passe à la transparence. C'est dans une société, vous connaissez aussi bien que moi, en temps réel avec les médias, il est toujours difficile finalement d'être transparent. Et là, il y a beaucoup de transparence puisqu'il y a une information des professionnels, il y a une information du grand public, il y a un numéro vert. On a tiré les leçons des épidémies précédentes. Donc, il y a des bonnes choses. Mais par contre, évidemment, en termes de communication, on va tous avoir, bien sûr, des difficultés parce qu'il y a une inquiétude légitime de la population. La grippe saisonnière fait chaque année 300 à 600 000 morts selon évidemment les phases et les années. Elle touche en France 2 à 6 millions de personnes et fait environ 10 000 morts par an. Est-ce qu'on exagère le danger du coronavirus par comparaison, Frédéric Bizard ? Et est-ce que lorsque l'État annonce 200 millions de masques, on est dans une réponse adaptée ou surcalibrée, comme ce qu'on avait dit de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, et des 80 millions de doses face au H1N1 ? Alors, d'abord, un petit peu, ce principe de transparence, il me paraît avoir ses limites parce que je crois que le caractère clé de ce type d'épidémie, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est face à une multitude d'incertitudes. D'abord parce que vous avez certainement beaucoup plus de personnes contaminées qui se baladent et parce qu'on a une épidémie qui est relativement peu mortelle. Ce qui a évidemment un avantage énorme, c'est que vous avez moins de morts. Ce qui a une difficulté, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup plus de cas qui ne sont pas forcément très symptomatiques. Et pas. Donc on est face à une incertitude énorme. Je rejoins monsieur qu'on est... en France, plutôt bien préparé, parce qu'on a un système de santé publique qui n'a jamais été historiquement, on a de remarquables ressources, mais sur le plan systémique, la santé publique en France n'a jamais été une force. On a été très fort sur le soin, avec un système qui s'est fragilisé. Christophe Prudhomme en parlera plus tôt. Le président a bien senti un petit peu la crise en allant dans un hôpital pour essayer de rassurer, mais enfin, on a quand même un réseau hospitalier qui est en souffrance aujourd'hui. Donc, la question n'est pas tellement d'être transparent. D'ailleurs, je crois que plus on est transparent, plus on est anxiogène, parce qu'on dit tout, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. Donc la question, c'est, comme le disait tout à l'heure madame, c'est de gérer au jour le jour. On a d'abord une stratégie de confinement. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'essayer de confiner tous les foyers. Puis lorsqu'on c'est la bonne stratégie, ça, parce qu'il y a eu des interrogations. C'est ce qu'ont fait les Chinois à l'échelle de la France, quasiment, avec 60 millions de personnes. Certains disaient à l'époque qu'ils en font trop. Qu'ils ont mis en quarantaine. Non, parce que là, pour le coup, le principe de précaution, et là-dessus, vous parliez au début, c'est clair qu'il vaut mieux être niçois que lyonnais en matière de stratégie, parce que quand on ne sait pas, on ne laisse pas 3000 personnes plutôt se lancer. Mais enfin, ça vous a choqué, ça ? Non, mais ça ne me choque pas, mais c'est pas une bonne... je veux dire, c'est probablement qu'il y avait des affaires économiques derrière qui étaient plus importantes que sur le risque. Le risque est faible, mais le problème, c'est comme on ne sait pas, on ne prend pas le risque. Ça, c'est la première stratégie. Principe de précaution. La deuxième... oui, pour le... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense mon voisin, mais en tout cas, c'est la bonne. La deuxième stratégie, une fois que vous n'arrivez plus, ce qui est arrivé aux Chinois, et ce qui peut nous arriver, c'est en fait de modéliser la contamination et d'essayer de trouver les modèles, comment tout ça, les règles de contamination. On n'en est pas là, mais on est en train d'anticiper là, puisque le président a quand même... Oui, on dit qu'il faut de la transparence, mais moi je comprends quand même du discours présidentiel ce soir, c'est que l'épidémie arrive. En fait, mais sauf qu'on a aujourd'hui 200 cas, il n'y a rien d'épidémique en France aujourd'hui à l'échelle de la France. Mais on nous dit l'épidémie arrive. Et là aussi, il y a, je trouve, une certaine incohérence.
Une certaine incohérence. C'est ce que vous pensez, vous aussi, Christophe Prudhomme, et est-ce que le système hospitalier, le Premier ministre a aujourd'hui évoqué 180 hôpitaux, 108 hôpitaux prêts à accueillir les malades. Est-ce réellement le cas, compte tenu de ce qu'on sait, bien sûr, de cette grève qui dure dans les urgences? Oui, les hôpitaux sont là, ont des lits disponibles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le système est sous tension. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas extensibles. Il faut savoir qu'ici, à Paris, une des plus grandes métropoles mondiales, avec l'assistance publique, où était le président de la République, qui est le plus grand hôpital européen, 450 lits sont fermés aujourd'hui. Oui, l'assistance publique, c'est pas que la Pitié-Salpêtrière, c'est le plus gros hôpital. C'est là où était le chef de l'État. Donc, 450 lits sont fermés parce que nous n'arrivons pas à recruter des infirmières. Voilà, c'est quand même ça la réalité aujourd'hui. Donc on est sur le fil du rasoir. Et on voit bien... Ça atteint les capacités de la France face au coronavirus ? Ça atteint les capacités hospitalières à répondre à un événement qui est un événement supplémentaire par rapport à l'activité normale. C'est-à-dire qu'on voit bien que à chaque épidémie de grippe saisonnière, à chaque canicule, le système hospitalier est sous tension. Donc là, on est dans une situation où il va falloir que l'on mobilise des ressources pour effectivement rouvrir des lits. Donc ça sera au détriment du reste de l'activité hospitalière. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend mon activité qui est le SAMU, on a été débordé du fait des annonces intempestives et brutales des politiques, à un moment donné, ceux qui n'ont pas prévu qu'on allait déborder d'appels au SAMU. Vous voyez, par exemple, on a largement critiqué, et ça n'a pas été corrigé comme on le souhaitait, le fait qu'un numéro vert est ouvert pour la population, pour les renseignements. Vous voyez, quand on est malade, oui, il faut appeler le 15. Mais pour les renseignements, c'est un numéro vert. Sauf que ce numéro vert... Pour éviter de se déplacer, d'engorger les urgences. Non, mais simplement pour être informé. Vous voyez, les gens, j'ai un enfant qui rentre d'Italie, est-ce que je ne peux pas avoir un certificat de non-contagion? Ça, c'est une information qui ne relève pas du centre 15 SAMU. Sauf que le numéro vert est ouvert de 9h à 19h. Bon, il faut que ça soit ouvert 24 heures sur 24. Oui, c'est mal pensé, c'est ce que vous dites. Oui, parce que, alors là, on a quand même protesté. Ils ont élargi les horaires d'ouverture de 8h à 21h. C'est pas suffisant, vous voyez. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, et vous avez vu, oui, nous sommes préparés, il ne faut pas affoler la population. Bien sûr, on a un système de santé qui est un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais qui est sous tension. Un événement comme celui de cette épidémie, l'épidémie qui arrive de coronavirus, fait que quand on cherche des ressources supplémentaires, bien vous n'inventez pas les personnels qui ne sont pas en poste. On n'a plus aucune marge de manœuvre sur les personnels. Donc, c'est des heures supplémentaires. Et dans mon service, eh bien, on a déjà mobilisé des heures supplémentaires au mois de janvier parce qu'il y avait déjà eu une inquiétude avec les premiers cas. On remobilise des heures supplémentaires, mais si ça dure plusieurs semaines, on va avoir des difficultés pour tenir. Illustration avec cet échange, justement, aujourd'hui, entre le chef de l'État et l'un des médecins présents sur place à la Pitié-Salpêtrière, qui l'a apostrophé, vous allez le voir. Bonjour, François Sacha, je suis neurologue, je suis là pour la première fois du FAT hôpitaux. Donc voilà, je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout, on est vraiment au bout. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Si, prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Bonjour. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch qui est derrière vous, donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc, par exemple. Ça, c'était l'échange dans la matinée, mes priorités au direct, parce qu'Emmanuel Macron s'exprime à l'instant depuis Naples en sommet avec Giuseppe Conte, président du Conseil italien. Écoutez. Francese riguardante il partenariato nel settore della cantieristica navale. Concernant le partenariat dans le domaine des chantiers navals, il y a eu un échange de documents. Le ministre de la Défense de la République italienne et le ministre de la Défense de la République française. Déclaration conjointe. Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant sur le partenariat dans le domaine de la construction navale et militaire. Madame Florence Parly, ministre des Armées de la République française, et Monsieur Lorenzo Guerini, ministre de la Défense de la République italienne, échangent l'accord. Sono presenti per Fincantieri. Sont présents
pour Fincantieri. Sont présents pour Fincantieri, le président de Fincantieri. On en est pour l'heure aux annonces de contrats entre France et Italie. Ce que nous guettons, nous, évidemment, c'est une déclaration d'Emmanuel Macron ou du président du Conseil italien Giuseppe Conte concernant cette crise du coronavirus, dont le principal foyer en Europe est précisément l'Italie. Se pose bien sûr d'ailleurs la question, à l'heure qu'il est, du maintien ou non de l'ouverture des frontières. Cette décision, elle a été prise cette semaine en concertation avec tous les pays limitrophes, voisins de l'Italie. Et d'ailleurs, je vous pose la question à votre tour, Anne Sénéquier. Vous avez compris cette décision. Il est plus sage dans l'immédiat de maintenir ouvertes ces frontières et même d'accueillir des événements sportifs comme l'a fait la ville de Lyon hier avec cette rencontre de Ligue des Champions et ses 3000 supporters turinois. La même où Dublin décide de son côté de reporter un match de rugby prévu le 7 mars prochain face à l'Italie. Fermer des frontières, si c'était juste une mesure qui impactait sur le sanitaire et la transmission de virus, oui, ça pourrait être pertinent. Là, aujourd'hui, en Europe, on a énormément de frontaliers. Et aujourd'hui, fermer les frontières, que ce soit France-Italie ou Suisse-France, reviendrait aussi dans le système de santé de transfrontaliers. Par exemple, à Genève, on n'aurait plus aucun infirmier et la moitié des médecins seraient absents du service. Du coup, on ferme les hôpitaux genevois si on ferme les frontières. Aujourd'hui, la décision a été prise de ne pas fermer ces frontières puisque les conséquences ne seraient pas que sanitaires, mais aussi sociales, économiques et aussi, on parle aussi de stigmatisation. Et c'est offrir finalement du pain béni au sentiment de nationalisme qui est un petit peu la gangrène actuelle. Donc en fait, on va fermer une frontière qui dit que l'autre est le danger. Et ça, on a déjà ce problème, puisque le danger, ce n'est pas l'autre, mais c'est le virus. Et d'autant plus, ça va empêcher certaines personnes qui sont effectivement allées en Italie ou en Chine, mais bon, là on parle de l'Italie, et qui ne vont pas oser dire justement « je suis allé en Italie » parce que justement je n'aurais pas dû traverser la frontière, j'aurais dû rester de l'autre côté et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc finalement, on ne pas fermer des frontières et l'absence totale de contrôle, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver? Le problème du contrôle dans le coronavirus, il est assez simple, il est dans le fait de la symptomatologie. C'est quoi? C'est une fièvre et un syndrome respiratoire aigu. Le problème, c'est que si vous avez une fièvre, vous pouvez avoir une fièvre parce que vous avez une rage de dents, une infection pulmonaire, le paludisme ou Dieu sait quoi d'autre. Et en retour, également, vous pouvez avoir le coronavirus sans fièvre. Donc finalement, on va avoir un test sur la frontière, puisqu'on parle de ça, qui n'est pas discriminant. Et du coup, ça prend du temps, toujours sur ces frontaliers, ça prend de l'argent, pour un bénéfice le remède est pire que le mal. Oui, le virus n'a pas de frontières. Enfin, je veux dire, on est dans un espace commun européen et c'est complètement délirant d'imaginer qu'on va arrêter le virus en fermant les frontières. Pourquoi alors, Frédéric Bizard, avoir décidé de confiner ces 11 villes en Italie, c'était inutile? Vous avez dit tout de même que la mise en quarantaine était nécessaire. Et le confinement l'est-il aussi? Non, mais parce que c'est la première stratégie que vous faites au démarrage d'une épidémie. C'est-à-dire que vous essayez de la contenir et donc vous essayez d'éduquer au maximum les gens pour que dès qu'ils ont les premiers symptômes, ils ne se mettent pas en communication avec d'autres personnes pour ne pas les contaminer. C'est aussi simple que ça. Bon, à partir du moment où il est déjà trop tard, comme ça a été le cas en Chine, puisqu'on a plutôt mis en prison les premiers lanceurs d'alerte, plutôt que de penser qu'il fallait se préoccuper, ça a été trop tard, donc on a décidé une quarantaine sur un espace relativement important. Mais deux choses. Comme le dit Christophe Prudhomme, les virus, c'est un peu fermer les frontières, c'est un petit peu comme fermer les frontières pour arrêter le nuage de Tchernobyl. C'est un petit peu, ça n'a aucun intérêt. En plus, la question n'est pas d'être français ou d'être italien. La question, c'est que si vous êtes sur un environnement géographique, qui soit entre deux frontières ou qui soit à l'intérieur d'un pays, la règle est la même. Donc, d'abord fermer les frontières, c'est quoi? Vous savez qu'il n'y a pas de mur entre les pays. Vous savez comme moi. Donc ça n'a, ça n'a aucun intérêt sur un plan sanitaire et ça n'est pas réalisable sur un plan politique. Donc je veux bien qu'on discute des heures de ça, mais franchement, ça juste comme le disait Madame, ça fait probablement plaisir à certains sentiments, mais pas de. On évoquait Christophe Rapp tout à l'heure ce match de football qui s'est déroulé hier. On a entendu dire que finalement la réunion d'un grand nombre de personnes dans un milieu ouvert finalement n'était pas forcément propice à la contagion. Est-ce que c'est une idée fausse, une idée reçue, ou est-ce qu'elle est juste? Alors en fait, la décision a été prise sur le fait qu'au départ, ces Turinois étaient à 200 km du foyer principal en Italie. Donc il y a quand même un rationnel au départ.
Donc peu suspect d'être porteurs eux-mêmes de la maladie. Voilà, à un risque plus faible, alors que pour le match de rugby, les supporters italiens viendront de toutes les provinces. Donc il y a quand même un rationnel qui s'entend. En revanche, le problème le stade ouvert, effectivement, sur une transmission aérienne est à faible risque, mais c'est les autobus, c'est la troisième mi-temps, c'est les gens qui vont aller dans Lyon. Alors était-il en cordon sanitaire, encadré et sans contact avec les Lyonnais? On n'en sait rien. Donc là encore, ce sont des mesures qui ne sont pas très faisables et le risque, il est au close contact une fois le match fini. Donc effectivement, ça mérite d'être discuté. Le contact par la peau, on entend également, et c'est ce que disait d'ailleurs Olivier Véran hier, le ministre de la Santé, la poignée de main est de ce point de vue-là plus propice à la contagion que les contacts de baisers, par exemple. Alors c'est une transmission essentiellement respiratoire, mais comme tous les virus respiratoires, comme la grippe, le virus peut se déposer sur des surfaces, poignées de porte, un bureau, et évidemment, il y a une transmission par les mains. Et donc c'est pour ça que le lavage des mains reste un message très important. Si la population augmente le niveau de lavage des mains, on réduit les infections respiratoires dans tous les pays. Ça a été complètement validé. Oui, on en revient... On a oublié les mesures de précaution qu'on devrait prendre pour la grippe saisonnière. Si on a autant de cas de grippe, c'est parce que on oblige quasiment les gens à aller travailler alors qu'ils ont la grippe. On ne se lave pas les mains, on ne porte pas de masque quand on tousse et quand on crache et qu'on est en contact, y compris dans sa famille, avec des gens, par exemple des personnes âgées qui sont beaucoup plus fragiles et qui, quand elles attrapent la grippe, eh bien effectivement, elles ont déjà d'autres maladies et ça peut se traduire par un décès. Donc on a oublié ces mesures de protection essentielles. Donc là, il faut qu'on on va faire de la bonne pédagogie, la bonne pédagogie pour l'avenir. Voilà, on a la chance là maintenant d'avoir le recul et faut rassurer quand même la population. Finalement, ce virus, il n'est pas aussi agressif que ça, il n'a pas l'air de muter. Donc finalement, on a une mortalité qui est importante chez les personnes âgées, mais comme pour la grippe saisonnière, et une mortalité qui est faible chez les gens en bonne santé, dans la force de l'âge, et puis très peu de cas chez les enfants. Il faut quand même rappeler là qu'on a quand même, on oublie que la grippe est mortelle. Voilà, la grippe est mortelle chaque année, mondialement. Pourquoi ça ne cause pas un tel affolement? Et parce que depuis que l'humanité existe, il y a des gens qui meurent de la grippe, des infections. Voilà, alors en nombre relativement limité. Et les populations, ils sont vaccinées chaque année. Oui. Ils font l'objet de campagnes de vaccination, voilà. ce qui n'est pas le cas du ce qui est plutôt positif, parce que là, finalement, la confiance dans le vaccin va peut-être augmenter, et a commencé, je crois, déjà à augmenter. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que on est dans une situation où, finalement, on a eu un affolement au départ qui était légitime, parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Vous savez, ces virus qui viennent du monde animal, on peut être très inquiet, parce qu'ils peuvent muter et devenir très dangereux. Finalement, là, on a l'impression que... on n'a toujours pas identifié, d'ailleurs. Oui, de toute façon, on sait que c'est des animaux sauvages, que ça soit l'un ou l'autre, le pangolin ou l'autre, enfin, c'est pas très important. Ce qui est clair, c'est qu'il faudra arrêter de consommer des animaux sauvages vivants. Voilà. Et d'ailleurs, la Chine vient de prendre la mesure. Donc, très bien. Par contre, il faut bien comprendre que vaut mieux, dans un premier temps, jouer la carte de la sécurité. Par contre, dans les dispositifs, il faut savoir évoluer d'un jour à l'autre. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur les certitudes et maintenir des mesures qui sont inefficaces. Vous voyez, le problème de la mesure de confinement de l'ensemble d'une population, on commence à se dire, c'est peut-être pas la bonne mesure, parce qu'entre le moment où on décide du confinement de l'ensemble d'une population, un certain nombre de personnes, pour éviter le confinement, s'en vont. Et donc, elles peuvent être porteurs saines du virus, et elles vont transférer le virus. Donc c'est quoi? C'est l'effet d'affolement créé par le confinement qui est un effet pervers. C'est-à-dire que le confinement aujourd'hui, quand on est en période d'épidémie, c'est pas le confinement d'une population, c'est le confinement des gens malades. Voilà, c'est complètement différent. Hein. Donc, quand on a un nombre de cas important, c'est le confinement des gens malades et pas de l'ensemble d'une population, parce que ça peut être contre-productif. Donc, c'est pour ça que l'évolution est importante. Aujourd'hui, on a un nombre de cas très limité. Mais, vous voyez, pourquoi fermer la frontière italienne? Est-ce que à ce moment-là, il ne faut pas confiner Creil et sa région, hein. Bon, ça serait déraisonnable. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de transmettre les bonnes informations à la population, parce que la santé publique, quand même, comme on le rappelait, on n'a jamais été très bon en France. Ce sont des mesures collectives. Et on a un petit peu oublié en France que c'est le collectif, d'être solidaire et d'écouter un petit peu eh bien, les consignes qui sont données, parce que ça peut limiter un petit peu la liberté individuelle, mais c'est pour le bien de tous.
On entend parler depuis 24 heures, 48 heures d'un remède éventuel, la chloroquine. Anne Sénéquier, est-ce que vous considérez que porter cette connaissance à l'information du public, ou porter plutôt cette information à la connaissance du public, fait partie aussi de la stratégie de lutte contre la maladie, ou au contraire, est-ce que c'est extrêmement dangereux parce que ça peut provoquer un relâchement des populations je suis pas sûre que ou de faux espoirs? Cette annonce a été faite, je pense, de manière individuelle par un professeur. Professeur Raoult, effectivement, de Marseille, de la Timone. Qui ne me semble pas coordonné avec le principe de transparence. Mais finalement. Il évoque des tests effectués par des équipes médicales en Chine. C'est le cas. C'est le cas. Il y a des études, effectivement, par une université en Chine. Les résultats définitifs seront fin août et les tests validés seront fin décembre 2020. Alors, il y a la chloroquine qui est en train d'être testé sur un antipaludéen. Un antipaludéen connu du monde médical depuis très longtemps. Il y a les corticostéroïdes, il y a des antirétroviraux comme le Truvada qu'on utilise dans le traitement du VIH. Il y a toute une liste de médicaments qui sont aujourd'hui testés justement sur des essais cliniques pour leur efficacité ou pas, leur côté néfaste ou pas, et pour avoir finalement, on a besoin de cette rigueur scientifique, de tester toutes les étapes pour, in fine, avoir un traitement efficace, mais aussi qui est cohérent avec la situation. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai vu aucune autorité sanitaire confirmer le fait que la chloroquine était utile sur le coronavirus. Le message du professeur Roux était clair. Et finalement, c'est peut-être l'épidémie la moins coûteuse et la moins compliquée à laquelle on a eu à faire face. Là, vous considérez qu'il s'est un peu trop avancé, Christophe Rapp ? Je considère que c'est plus de la posture que de la rigueur scientifique, ce qui, normalement, devrait être la responsabilité des grands décideurs. Il y a un problème de méthodologie sur ce travail, c'est prématuré. Il y a d'autres molécules qui ont été utilisées en France, le lopinavir, ritonavir et le remdesivir, qui est un produit qu'on a utilisé dans Ebola, qui sont plus prometteurs, qui font l'objet d'études randomisées, dont on aura les résultats malheureusement souvent un peu trop tard, mais qui sont à disposition des concitoyens. Il faut le savoir que l'on peut les importer en urgence grâce à une bonne organisation également. Donc il y a des essais thérapeutiques, mais les résultats sont pour l'instant encore mal connus. Frédéric Bizard. Oui, d'ailleurs, même si ce produit marche bien, je pense que c'est assez secondaire finalement, parce que regardez, pour la grippe, on a un produit qui traite la grippe. Pour vous, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on trouvera un antidote. Non, mais la question, c'est plus si on avait le vaccin, là, vous changez la donne, mais d'avoir un produit qui agit, d'abord, il faut qu'il agisse vraiment dès le début des symptômes. On a le Tamiflu pour la grippe qui agit très bien, mais en fait, qui est très très peu utilisé et qui ne change pas la donne. Ça ne modifie pas l'évolution de la maladie. Ça ne modifie pas l'évolution de la maladie, c'est pas sûr. Mais cela dit, là aussi, où ce professeur oubliait quelque chose, quand il avait l'air de dire c'est bon, on a quelque part l'antidote et donc on va la maladie va devenir totalement secondaire. Non, parce que l'impact le plus important, on n'en a pas encore parlé pour le moment, mais il est économique. Vous savez, 80% des coûts de la grippe, donc de l'impact de la grippe, est principalement économique et pas soutenu par le système de santé, mais il est soutenu par l'économie en général et en particulier par les entreprises. Pourquoi le taux d'absentéisme, c'est quoi? Non, mais c'est l'impact sur la productivité. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre qu'il y a un impact majeur sur la productivité du fait de l'absentéisme, du fait des stratégies d'évitement, donc c'est ça qui coûte extrêmement cher. Et cette épidémie tombe mal pour le système de santé français qui est sous tension, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, mais il tombe surtout très mal sur un plan économique par rapport au cycle économique. Et là, si on compare par rapport au SRAS, où on était dans une phase de croissance relativement forte avec une Chine qui pesait quasiment 8% du PIB, et aujourd'hui, 2003, et aujourd'hui, on est en fin de cycle économique avec un ralentissement économique inédit depuis 10 ans. On était à 2,9% de croissance du PIB mondial contre une moyenne supérieure à 3,5% sur ces 20 dernières années. Donc on est en phase d'atterrissage et donc cet impact, ce choc qui est un choc d'offres principalement, mais qui va devenir un choc de la parce demande, qu'on produit tombe moins, au plus mal. Parce qu'on produit bien. Tombe au plus mal sur un plan économique. Et c'est ce qu'ont compris les investisseurs quand on voit que les bourses en Europe ont perdu 10% depuis le début de la semaine. Oui, d'abord parce que les bourses sont horreur. Je vous avais parlé de problèmes d'incertitude, donc horreur de l'incertitude. Donc pour le moment, on prenne plutôt le scénario. C'est une stratégie d'analyse des risques. Et la bourse, elle prend le scénario le pire. Et le scénario le pire, sur un plan économique, en effet, il peut être redoutable jusqu'à 0,5 et voire au-dessus du PIB mondial. Donc encore une fois, quand vous avez de la marge, parce que vous êtes sur un cycle qui est plutôt dynamique, sur une phase de croissance intensive, c'est évidemment moins ennuyeux que quand vous êtes déjà sans marge de manœuvre sur un cycle que vous avez du mal à maintenir au-dessus du cycle qui fait bas
basculer quasiment 50% des pays en récession, qui est à peu près 2,5. Juste pour vous dire, on est juste à la marge d'une entrée en récession de près de 50% des pays au monde. C'est pour ça que ce qui apparaît comme une goutte d'eau à l'échelle mondiale sur un plan économique tombe au plus mal et risque de faire rentrer des pays, y compris des pays européens, en récession. En vous écoutant, on se dit que si les États-Unis, qui pour l'instant n'ont pas diagnostiqué de cas, venaient à leur tour à découvrir des patients atteints du coronavirus... Si, ça y est. Ah, pardonnez-moi, alors ça va plus vite qu'on le dit. Ça va avoir un impact, ça, sur l'économie américaine et donc précipiter peut-être davantage encore l'économie mondiale dans ce risque de récession? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie américaine apparaît la plus résiliente. Mais pour le coup, on a un choc de la demande pour les États-Unis parce qu'il faut savoir que la Chine, c'est le 3e pays client des États-Unis. Et donc, forcément, vous allez avoir un problème par rapport à la demande. Donc, ça va impacter les États-Unis. Mais en tout cas, ce qui est vrai que les États-Unis sont probablement dans l'état actuel de l'économie plus résilient que nous, mais nous, ça va impacter par exemple un pays directement comme l'Allemagne, par exemple, qui est un pays exportateur, qui exporte massivement vers la Chine, qui était déjà au bord de la récession. Et donc, si l'Allemagne est fortement impactée, on sait bien que la France le sera. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Et ça rejoint un petit peu les stratégies qu'on veut mettre en place. Que je comprends que le gouvernement essaie de limiter cet impact économique en essayant que le confinement soit le moins perturbant pour l'économie. Donc vous avez quand même cette ligne de crête au-delà de la transparence, au-delà de l'inquiétude, qui est d'essayer de moins perturber possible l'activité économique, parce que si on veut reconstruire demain le système hospitalier, le système de santé en France, on aura besoin d'une croissance qui soit forte et on ne peut pas rentrer en récession durablement. Ce qui nous amène à poser la question, une fois de plus, Christophe Prudhomme, de la capacité aujourd'hui de l'État à faire face effectivement à un afflux de patients. On l'a vu tout à l'heure, ce médecin qui apostrophait le chef de l'État dans la matinée à la Pitié-Salpêtrière en lui disant, pour l'instant, en somme, vous n'êtes pas là, c'est ce qu'il lui dit, vous n'avez pas pris la mesure du problème auquel nous avons à faire face et tel qu'il se pose demain. C'est votre sentiment aussi lorsqu'Emmanuel Macron dit on se prépare à ce qui va être une crise. Pour vous, ce ne sont que des mots pour l'instant? Alors, vous savez, le fait que les politiques s'expriment, ça peut être rassurant pour la population. Mais quand les politiques viennent à l'hôpital dans la période de crise que l'on connaît, pour nous, c'est un peu une provocation. Vous voyez, parce qu'ils viennent pour nous dire qu'on est les plus beaux, qu'on nous remercie de la mobilisation. Mais enfin, là, M. Macron était accompagné par le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé. On a considéré que sa nomination était une véritable provocation, puisque c'est lui qui était le rapporteur de la loi de finances de la Sécurité sociale, contre laquelle l'ensemble de l'hôpital s'est élevé. Vous voyez, donc il y a un problème de crédibilité des politiques pour le monde hospitalier et pour le monde de la santé en général. C'est ça le problème. Et vous savez, gouverner, c'est prévoir. Donc, ça fait des années que l'on explique que la technique, vous savez, du rabot, de demander de faire des économies d'année en année sans réformer le système de santé, c'est une erreur, parce qu'on tire sur la corde. Donc, il y a une mobilisation des personnels, ça tient, mais à un moment donné, on a typiquement ce qu'on appelle un effet seuil, et ça s'effondre. Aujourd'hui, le système est en train de s'effondrer. Quand vous avez, vous savez, depuis 1 an, les services d'urgence sont en grève. Quand vous avez des grands services d'urgence, comme l'hôpital de Mulhouse, qui était en sous-effectif, et les derniers médecins démissionnent collectivement en disant on ne peut plus travailler dans ces conditions, on met nos malades en danger et on ne veut pas avoir des morts sur la conscience. C'est que ça va mal, vous comprenez? Donc là, aujourd'hui, on va se mobiliser. Et on va faire le maximum, et on a quand même des ressources. Je vous interromps, Christophe Prudhomme, parce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'exprime à l'instant même sur le coronavirus. On l'écoute. Depuis le premier jour, dans l'anticipation, et continuera de se faire selon ces termes. Nous avons donc tenu, vous l'avez rappelé, le 35e sommet bilatéral. Le précédent avait eu lieu à Lyon en septembre 2017, il y a maintenant 2 ans et demi. Et je crois pouvoir dire qu'ensemble, depuis quelques mois, nous œuvrons pour justement que les choses puissent repartir après une période qui a été difficile, il faut bien le dire, au début de l'année 2019. Et je crois pouvoir dire, grâce à votre implication, celle du président Mattarella, celle de l'ensemble de votre gouvernement aujourd'hui, nous avons pu réussir à retrouver une voie commune. Et depuis le voyage que j'avais effectué, la visite à Rome du 18 septembre dernier, nous avons travaillé d'arrache-pied. Et je crois pouvoir dire que ce sommet bilatéral est véritablement celui de la relance franco-italienne.
Cette relance n'est pas simplement importante pour nos deux pays, vous l'avez parfaitement rappelé, je n'ai aucun mot à retrancher du compte-rendu que vous venez de faire. Elle est un facteur d'équilibre et de dynamisme pour l'Europe. Nous avons ainsi acté une série de coopérations importantes, soit par des positions communes que nous défendrons ensemble au niveau européen ou international, soit par des initiatives bilatérales concrètes et la déclaration conjointe très précise, justement, qui a été conclue, et le travail de nos ministres, que je remercie pour la préparation et leur présence, permet d'acter justement toutes ces convergences. En matière de défense, notre coopération s'illustre au premier plan par le partenariat entre Naval Group et Fincantieri dans le domaine de la construction navale militaire et la déclaration échangée par nos ministres et nos groupes. Au plan opérationnel, nous sommes également convenus... Voilà, bon, décidément, Emmanuel Macron a décidé pour l'instant de limiter son propos sur le coronavirus à un appel donc à la solidarité en Europe qu'il juge très importante. Ce sont les mots du chef de l'État. On attendra évidemment d'en savoir plus. Ce sommet, il avait été convoqué de longue date pour sceller le rapprochement franco-italien après le départ de la Ligue du gouvernement au pouvoir à Rome. On essaiera évidemment d'en savoir plus parce que, vous l'avez compris, c'est un contexte un peu particulier dans lequel il se déroule, alors que l'Italie est touchée de plein fouet et désormais 17 morts du fait du coronavirus côté italien. On continue évidemment, nous, d'évoquer les différents aspects de cette crise. On l'évoquait avec vous, Christophe Prudhomme, l'aspect économique, l'hôpital qui doit faire face au moment même où il est lui-même l'objet de restrictions budgétaires, et alors que cette crise pourrait avoir en retour d'autres effets sur l'économie française et limiter davantage encore les marges de manœuvre du gouvernement si il s'avérait évidemment que les entreprises en pâtissent dans les prochains mois. Ce sera évidemment à voir. Reste tout de même que cette épidémie, à l'heure qu'il est, on tente toujours d'essayer d'en dessiner, d'en comprendre les contours. Il semble en tout cas que en Chine, le premier pays touché chronologiquement, on assiste à une décrue, un recul de l'épidémie, 29 morts en 24 heures et surtout un nombre de cas supplémentaires déclarés qui est désormais inférieur à ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Anne Sénéqui, est suffisant pour déclarer d'ores et déjà que le pic de l'épidémie est passé côté chinois? C'est assurément trop tôt. Ce qu'on peut voir quand on va au-delà de justement l'entité Chine dans sa globalité et qu'on va dans les différentes provinces, on se rend compte effectivement que la région d'Hubei concentre encore 80% des effectifs de l'épidémie. Et ce qu'on assiste finalement là en Italie, c'est-à-dire l'émergence d'un nouveau foyer, n'est pas exclu en Chine, d'autant plus que là-bas, ils ont effectivement la transmission interhumaine, mais ils ont possiblement aussi une transmission qui vient du monde animal vers l'humain, puisque pour l'instant, on n'a pas encore identifié la zone source et l'animal source également. Et donc, du coup, on pourrait carrément revoir un nouveau foyer, un nouveau patient zéro finalement émerger dans quelque chose, dans une autre province. Donc finalement, c'est de bon augure, bien sûr, que le nombre de nouveaux cas diminue jour après jour. Maintenant, de la même façon que l'on fait avec l'Italie, il faut suivre ça de près au quotidien pour savoir un petit peu comment réagir derrière. Ça n'annonce pas, Christophe Rapp, un recul en Europe prochainement? C'est difficile à dire, là. Je pense plutôt les jours qui viennent, les semaines qui viennent vont être capitales. On doit s'attendre quand même encore à une diffusion en Europe. Il y a eu un cas au Danemark, en Croatie, etc. Je pense que là, on est vraiment sur un foyer d'incendie en Chine. Et puis maintenant, nous, on va avoir quelques résidus et qui peuvent s'auto-alimenter. Donc, il est bien trop tôt pour dire comment ça va se terminer. L'opacité sur le nombre de cas en Chine, en Iran notamment, est-ce que ça pose un problème justement pour ceux qui, en France et ailleurs en Europe, essayent de mettre au point des politiques de santé publique face à cette épidémie? Oui, on voit qu'à partir de l'Iran, ça peut diffuser sur la péninsule arabique. Et effectivement, s'il n'y a pas de coordination des systèmes de surveillance épidémiologique, s'il n'y a pas d'échange d'informations, c'est très très dangereux pour la diffusion du virus et pour les autres populations. Il y a vraiment besoin, comme le dit l'OMS, d'une coordination internationale. C'est le sens de l'urgence sanitaire de portée internationale. C'est une coordination mondiale. Frédéric Bizat, il y a une volonté délibérée de certains États aujourd'hui de dissimuler le nombre de cas et le nombre de victimes?
Écoutez, on ne va pas spéculer, mais ce qui est vrai, c'est quand on regarde l'interaction de la Chine aujourd'hui avec quasiment l'ensemble des pays du monde et qu'on a, je crois, constaté dans une quarantaine de pays des cas aujourd'hui, on peut se dire que certains pays n'ont probablement pas déclaré de cas parce qu'il y en avait très peu et autres. Donc oui, on peut... Jusqu'à l'OMS qui a tardé à parler d'une situation d'urgence et qui aujourd'hui se refuse à parler de pandémie. Oui, non, mais parce que ce n'est pas une pandémie. Vous savez que là, on est en phase de pré-pandémie, c'est-à-dire qu'on est quand même à un statut du SPPI, qui c'est-à-dire d'urgence de santé publique de portée internationale, qui a quand même été déclenché, je crois, 5 fois dans l'histoire. Donc on est quand même dans une situation à risque important en termes de risque de pandémie. Une pandémie, c'est quand vous avez, à l'échelle d'un continent, l'ensemble des pays qui sont contaminés. On n'en est pas là, y compris en Europe, si vous regardez. Bon, enfin, on est en phase de pré-pandémie. Mais ce que disait Christophe Prudhomme me laissait penser à une chose qui me paraît assez marquante avec cette épidémie, c'est que les pouvoirs publics semblent découvrir qu'il y a un vrai malaise dans le système de santé, pas qu'à l'hôpital. Donc on essaie d'aller rassurer les soignants et autres. Mais on le sait depuis des années. Bon. Mais c'est un peu pareil à l'échelle mondiale sur un plan économique. C'est-à-dire qu'on prend conscience, par exemple, de notre grande dépendance en matière de chaîne d'approvisionnement à l'Asie, pour énormément de secteurs, parce qu'on a parlé d'un impact macroéconomique qui va être certes significatif, mais pas si colossal que ça, mais il y a des impacts sectoriels absolument majeurs. 30% des biens produits dans le monde le sont en Chine ? Non, c'est ce qu'on lit. Oui, enfin, des biens ne sont pas... Mais par exemple, vous avez l'industrie du médicament, où vous avez plus de 60% des principes actifs qui sont en Chine ou en Asie aujourd'hui. Bon, donc, on a pris conscience il y a quelques années de ça, mais finalement, on n'a pas fait grand-chose. Donc, il y a une relocalisation d'un certain nombre de produits et de services, et de produits en particulier qui doivent être faits en Europe. Et j'espère en tout cas que cette crise-là va être un petit peu un accélérateur d'un processus. Ça va être un des effets du coronavirus, ça va gripper la mondialisation ? Non, mais ça va gripper, ça va faire prendre conscience que notre dépendance... Une autre mondialisation. On est un politique français parlait de démondialisation. C'est vrai qu'il y a une forme de relocalisation, en tout cas, de certaines chaînes de production qui sont absolument indispensables quand on n'a pas, parce que quand on n'a pas absolument, quand on ne dépend pas absolument pour des raisons de métaux rares avec les Chinois. Il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est que ça va entraîner, à mon avis, des effets géopolitiques très importants. Vous avez la Chine est dans une phase de normalisation économique, c'est-à-dire que c'est un pays qui avait 6 à 10% de croissance tous les ans et qui va avoir aujourd'hui 3-4% de croissance, un petit peu comparable. C'est la fin d'un mythe. C'est la fin d'un mythe. Donc ça, c'est en train aussi un petit peu d'accélérer ce phénomène-là. La deuxième accélération, c'est une forme d'occidentalisation des pays asiatiques. Quand vous regardez juste la Chine et la Corée du Sud, ils connaissent un taux de fécondité les plus bas de l'histoire, avec un vieillissement de leur population qui est important. Donc il va falloir qu'ils aient un modèle social qui soit adapté, qui va être de plus en plus coûteux par rapport à ça. Et donc ils se retrouvent avec un petit peu des problématiques qu'on a en Occident. Donc ces crises-là vont aussi, je pense, faire prendre conscience à ces pays qu'il y a une restructuration qui est majeure, hein, parce qu'on parle beaucoup du bloc asiatique, d'un monde qui se tourne vers l'Asie, mais l'Asie va connaître des problèmes qu'on est en train de connaître. On est en pleine réforme du système de retraite. C'est rien par rapport à ce que vont coûter les retraites et au déséquilibre démographique que vont connaître la Chine, par exemple, dont la démographie va diminuer à partir de 2030, hein, demain. Donc, voilà, je pense que y a des questions géopolitiques aussi qui vont se créer. On a vu aussi en Chine qu'il y avait eu une espèce de renouvellement, en tout cas, du parti politique dans l'échelle locale, parce que c'était une région qui était un petit peu autonomiste. On voit que tout ça, il y a des conséquences géopolitiques internes et externes qui sont importantes. Christophe Prudhomme, il faut positiver. Ça va réhabiliter l'importance d'une santé publique et peut-être donner au modèle français de ce point de vue-là une place particulière. Juste pour revenir un petit peu en arrière, on n'a jamais eu autant de transparence. Non, aujourd'hui, il ne faut pas dire que les pays cachent. Non, on a une très grande transparence sur ce qui se passe aujourd'hui. Le reproche qui est fait à l'Iran, par exemple, aujourd'hui, par les États-Unis, par exemple. Oui, mais ça, c'est de la politique politicienne. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les informations sortent et on est capable de les vérifier. Et le monde scientifique, c'est un monde qui n'a pas... Il y a que 2 cas sur le continent africain aujourd'hui, d'après vous. En Égypte et en Algérie. Le continent africain, le système de santé en Afrique ne vous permet pas de détecter les cas. Voilà, il faut être raisonnable. C'est un problème de capacité plus que de volonté délibérée de cacher. Mais oui, tout à fait. Donc après, bien sûr, y compris en France, il y a une instrumentalisation politique.
Mais ce qui nous intéresse, les scientifiques aujourd'hui collaborent dans le monde entier, qu'on soit iranien, chinois, français, on se connaît, on transmet les informations. Voilà. Et ça, c'est très important parce que justement, ça permet juste d'apprécier au jour le jour la situation et pas prendre trop de retard. Alors bien sûr, il y a des ratés parce que, en fonction des particularismes locaux, de la population locale, eh bien, un élu va suivre plutôt la tendance. Mais la Chine transmet toutes les données statistiques qu'elle a à sa disposition aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on peut faire confiance, on peut avoir confiance dans les chiffres qui sont transmis par la Chine aujourd'hui, largement. Sur la question de la fiabilité, on peut toujours faire mieux, oui. Parce que, je vous dis, il y a de l'instrumentalisation politique. Mais on n'a jamais fait mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Ça, il faut le dire, c'est quand même très important. Voilà. Donc après, sur la suite... Un mot au médecin urgentiste au passage. Beaucoup de gens qui nous regardent, on a entendu toute chose sur les masques, leur utilité, inutilité. Oui, alors... Lorsque Édouard Philippe annonce 200 millions de masques, est-ce que c'est utile ou Oui, bien sûr que c'est utile. Alors après, il faut effectivement faire de la pédagogie positive, de l'information, de l'éducation sanitaire pour la population tout venante. Le masque chirurgical classique est suffisant. Les masques filtrants, qu'on appelle FFP2, FFP, etc., c'est pour le personnel. Voilà. Il faut insister là-dessus parce qu'autrement, vous allez avoir le même phénomène que lorsqu'on annonce que les raffineries vont arrêter leur production, tout le monde se précipite et on crée de la pénurie. Donc voilà. Et c'est la même chose. Il faut arrêter les fake news. Voilà, il faut dénoncer les fake news sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que les gens se précipitent pour acheter de la Nivaquine ou je ne sais pas quoi, la vitamine C ou la poudre de perlimpinpin. C'est une grippe. Et la grippe, c'est du repos, de la surveillance, du paracétamol contre la fièvre et contre les douleurs. Et ensuite, quand on est gêné pour respirer, là, ça commence à devenir grave. On appelle le centre 15 et on voit s'il y a besoin d'une hospitalisation ou pas. Voilà. Donc, c'est des choses très simples, très basiques. Merci Christophe Prudhomme, on n'aura pas le temps malheureusement. Merci en tout cas à vous Anne Sénéquier, merci également à Christophe Rapp et Frédéric Bizard qui étaient avec nous pour ce débat. Restez sur France 24 tout de suite, un nouveau journal.